sujet afin que chacun de nous puisse puiser quelque chose. Et il faut retenir ils sont pas là vraiment pour, ou nous ne sommes pas là vraiment pour forcément devenir des professeurs pour un enseignement ou quoi que ce soit. Nous sommes juste des personnes qui sont mises en avant pour cet échange. Donc on peut apprendre de vous comme vous allez apprendre de nous. C'est cela aussi l'objectif. En tout cas, moi je suis venu avec une grosse faim d'apprendre, de repartir avec beaucoup plus de connaissances concernant les cultures urbaines de façon générale ou concernant n'importe quelle autre connaissance qui puisse améliorer mon bagage intellectuel avant que je quitte cet espace. Donc mettez-vous à l'aise, c'est vraiment... on a besoin de vous et vous avez besoin de nous. Alors très vite, moi j'aime bien les femmes, vous le savez, et j'aime leur accorder tout l'honneur qu'il faut. Et nous avons une magnifique femme que je vais vous demander une fois de plus d'applaudir. La femme magnifique, c'est celle qui fait. Et elle fait beaucoup de choses. Donc, on va démarrer par Christelle Lechat, qui est avec nous. Elle est directrice de Sogenene. Et j'adore le nom du festival. Bonjour à tous. Donc, merci pour la question. Comme ce que je vois depuis ce matin et depuis le début de mon séjour ici, il y a une grande soif de revenir à l'origine des choses. Ce que disait ce matin Monsieur Istokera, d'avoir les deux pieds bien ancrés dans son identité. Donc pour les cultures urbaines, j'ai bien envie de revenir à l'origine aussi, puisque en plus cette année nous fêtons les 50 ans du hip-hop, de la naissance du hip-hop. C'était le 11 août 1973 dans les quartiers du Bronx aux États-Unis. Et au départ, pour les cultures urbaines, c'était d'abord le hip-hop, le rap. On parle beaucoup de rap ici, de rap guinéen et autres, mais à savoir que le rap est contenu dans le hip-hop et que le hip-hop est né tout d'abord avec je dis seulement, mais on commence toujours quelque part, avec le DJing et la danse. Donc à savoir que dans les années 73 et 80 aux États-Unis, c'est ainsi que ça a commencé, jusqu'à intégrer au fur et à mesure les MC et le graffiti. Et aujourd'hui, on voit que les cultures urbaines intègrent de nouvelles pratiques. Quand j'étais même il y a 15 ans, 20 ans à Africulture Urban à Dakar, il y avait déjà du roller, il y avait du sport de rue également. C'est toutes ces pratiques qui viennent de la rue, qui redonnent aussi quelque part, qui ramènent l'art à des disponibilités de tous. Et une culture, c'est ce qui fait une identité. On l'a vu aussi ce matin. Donc, de quelle manière est-ce qu'on habite cette culture de la rue, cette culture hip-hop? Moi, je les relie vraiment entre elles, puisque lorsqu'on revient à l'origine, c'est cela. Et moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur le hip-hop guinéen parce que je l'aime beaucoup et il m'a impacté. Et comme on est sur le thème de l'impact sociétal, on va pouvoir sans doute en reparler, mais voilà, en tout cas pour moi les cultures urbaines, c'est j'ose le poser, c'est vraiment la culture qui permet à la jeunesse de se lever, à se tenir digne et fière, et c'est ce que j'ai envie d'accompagner en tout cas aujourd'hui, en étant là. Alors, pour parler, parce qu'il y a un mot qui est revenu très souvent dans le discours que vous avez tenu, c'est hip-hop, hip-hop, hip-hop. En général, en Guinée, si c'est faux, vous allez me contredire ou me dire que c'est pas vrai. Mais en général, en Guinée, lorsqu'on parle hip-hop, on pense tout de suite au rap. Alors, au-delà du rap, c'est quoi le hip-hop? Alors, comme je l'ai dit, le rap est contenu dans la culture hip-hop. Et la culture hip-hop, au départ, a 4 pratiques que j'ai nommées. Et rap, c'est Rock Against Policies. Donc il y a quelque chose d'engagé, plus de colère. Et dans le hip-hop, on est dans une vision à l'origine, en tout cas avec Afrika Bambaataa et Cool Herc aux États-Unis, qui ont, en sortant des gangs, Afrika Bambaataa était dans un gang, les Black Spades au départ, et il a viré, on va dire, pour justement accompagner cette jeunesse à se lever. Et l'influence qu'il avait en tant que chef de gang, responsable de gang, il l'a mis au service de la culture qui l'avait impacté avec Cool Herc qui avait ramené de la Jamaïque
dans les quartiers du Bronx le DJing et tout cela. Et donc, à partir de là, c'est cette culture de la rue qui s'est développée et qui a permis... Il avait une vision aussi. Il avait une vision, et quand je parle d'identité, de revenir à ses racines, revenir à ses valeurs aussi. À ses valeurs, et les valeurs du hip-hop, c'est peace, love, unity and having fun. Donc paix, amour, unité et s'amuser. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux. Il avait une vision panafricaniste aussi. Aux États-Unis, ça rejoignait tout le mouvement panafricaniste dans les années 80. Et donc il y avait vraiment quelque chose de similaire, et avec cette vision de vouloir amener le hip-hop partout dans le monde entier pour que cette jeunesse panafricaine et de la diaspora réunie dans le monde entier se lève. Et je crois que 50 ans après, il a bien... La culture urbaine en général, moi je me dis que je suis déjà un des acteurs parce que je viens de la rue. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis 10 des membres du groupe Black Jackson. Black Jackson est un groupe de danse qui a commencé dans la rue. À l'époque, il n'y avait pas d'espace où on pouvait répéter. Souvent, on se retrouvait soit au bord de la mer, soit dans la rue, dans un petit coin, ou encore dans une cour d'un de nos amis, en l'absence des parents bien sûr. Avant leur arrivée, on se cachait pour faire la danse. Et toutes ces difficultés que moi personnellement j'ai rencontrées, je me suis dit que je pouvais être utile à la nouvelle génération, être un des acteurs majeurs pour les offrir un espace où ils peuvent s'épanouir. C'est pourquoi, comme tu l'as dit, tous les acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs culturels, des jeunes qui viennent vers la maison des jeunes, pour des activités de répétition, pour des activités de formation, on essaie de les accompagner parce que chez nous, on a un petit souci d'espace pour pouvoir... un espace qu'on peut offrir aux jeunes pour pouvoir s'épanouir. La culture urbaine aujourd'hui absorbe des centaines, des milliers de jeunes. Parce que quand tu dis culture urbaine, les gens pensent qu'à la musique. Par contre, au-delà de la musique, il y a de la danse hip-hop, il y a le sport bundège que les gens pratiquent dans la rue, il y a le graffiti que mon frère Lefa, à travers son festival, essaie de mettre en avant. Il y a le slam, bien sûr, que vous faites. Donc, toutes ces pratiques culturelles, sportives, font partie de la culture urbaine. C'est pourquoi il est essentiel chez nous de nous battre pour que ces jeunes qui ont pour passion la musique, la danse, le sport, aient un espace pour qu'ils puissent s'épanouir et mettre en avant leur talent afin qu'ils puissent bénéficier ou puissent vivre de leur art. C'est à travers tout ça que nous sommes en train d'offrir non seulement l'espace, mais également interpeller d'autres structures. On a réussi à mettre en place la plateforme des maisons des jeunes de Guinée, une façon pour nous d'harmoniser un peu les activités culturelles, de formation pour ces jeunes. C'est comme ça, petit à petit, on essaye d'apporter notre petite contribution à tout ce qui est activité culturelle. Même ceux qui font les festivals, par exemple, mon frère Lefa qui fait graffiti, nous on met la salle entièrement à leur disposition pour la formation de ces jeunes. Il y a un groupe de jeunes, l'association de la danse urbaine, qui aussi tiennent leur activité à la maison des jeunes. Chaque année, ils organisent des concours de danse parce que souvent, ils le font dans la rue. Nous, on s'est dit que normalement, c'est à la responsabilité de l'État de les offrir l'espace, d'aménager des espaces pour que ces jeunes puissent avoir accès à un espace adéquat pour leur permettre de mettre en avant leur talent. Nous, chez nous, c'est comme ça, on essaie d'apporter notre petite contribution. C'est vrai que ce n'est pas assez, parce que nous sommes les démembrements de l'État. Même à l'absence des moyens, nous devons avoir des idées, des stratégies pour que ces jeunes puissent avoir un espace adéquat pour leur épanouissement. Alors, en parlant, oui, applaudissez pour Disté, parce que c'est clair ce qu'il dit. En parlant justement de l'apport de l'État, on sait que vous n'en avez pas assez. Mais il y a des jeunes qui ont des rêves, qui essayent de les réaliser comme ils peuvent avec les moyens du bord. Et vous apportez déjà le soutien que vous apportez n'est pas suffisant, mais il est grand de par la volonté par laquelle vous apportez ce soutien-là.
Et ça fait c'est un couteau à double tranchant. Il y a un impact positif que vous apportez, mais il y a l'impact négatif qui est apporté par les rêves qui sont brisés, directement ou indirectement par le fait qu'il n'y ait pas de volonté, soit de la part de l'État ou des autorités de la place. Comment est-ce que vous gérez tout ça pour ne pas laisser des jeunes se mourir dans le vide, sans pour autant réaliser leurs rêves avec tant de passion? Chez nous, comme j'aime le dire, à chaque fois qu'on voit un jeune ou une structure de jeunesse qui ont un projet, dès qu'ils viennent vers nous, et souvent même on va vers eux, pour leur dire, au lieu de faire ça dans la rue, vous pouvez faire ça dans la maison des jeunes gratuitement. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que les activités de jeunesse, normalement, nous, en tant qu'encadreurs de jeunes, nous devons les offrir un espace d'animation. C'est-à-dire ces maisons des jeunes, normalement, s'il y a un budget de fonctionnement ou des subventions, normalement, ces activités devaient être inscrites dans le plan d'action annuel des maisons des jeunes. Même si de part et d'autre, les gens ignorent un peu c'est quoi la mission de ces maisons des jeunes. Premièrement, on doit les encadrer, les aider à se structurer, parce que souvent les gens disent, bon, nous on a une structure, tu vas voir, ils n'ont pas de règlement intérieur, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas d'agrément, ils se font appeler nous, voici ce que nous faisons, mais à la base, il faut les montrer comment structurer votre association ou comment structurer votre ONG. C'est la base de tout. On essaie de les orienter et les accompagner auprès des mairies pour l'obtention des agréments ou des récépissés pour les permettre d'organiser. Parce que souvent les gens se lèvent, j'ai un festival. Tu vas lui demander comment tu fais le festival, qui t'a autorisé, il ne le sait pas. Donc ça, premièrement, nous, c'est notre devoir. De l'autre côté, c'est de les orienter, les accompagner, essayer de mûrir un peu leur projet, leur dire, au lieu de faire comme ça, si tu fais comme ça, ça a beaucoup plus d'impact. Parce que si tu fais beaucoup plus d'impact, tu peux, au-delà de l'État même, avoir des partenaires qui peuvent t'accompagner. Donc si tu fais des choses de façon qui n'est pas structurée, tu auras des difficultés à avoir des partenaires. Donc nous, à la base, c'est ce que nous faisons. On les interpelle, on les oriente, on donne même des formations de la vie associative, au-delà de tout, de développement personnel, de comment avoir des agréments auprès de la mairie, pour les permettre de mieux s'organiser pour qu'ensemble, on puisse les aider à atteindre leurs objectifs. Bien. Merci en tout cas à toi, Disté. Je vous demande d'applaudir une fois de plus Disté. Je rappelle qu'il est le directeur de la Maison des Jeunes de Nongon. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans cette salle, nous sommes dans ce panel qui parle de l'impact des cultures urbaines sur nos sociétés, sur la jeunesse que nous sommes. Et sur ce panel, vous avez entre autres Disté qui vient de tenir son discours. Vous avez Madame Christelle Lechat aussi, directrice du festival Soguinene. Et vous avez Lefa qui est avec nous aussi, qui est donc directeur et coordinateur général des festivals La Syrie Graffiti. Donc on va passer la parole à ce monsieur en costard là. C'est okay. pas parce que j'ai une nouvelle femme. Mais... Je pense que la femme, elle a la force de transformer, de métamorphoser. Non, c'est pas ça. En fait, tu sais, ce qu'on fait, nos dirigeants refusent de comprendre ce qu'on fait, a de l'impact positif sur la société. Ouais. Donc, pour mieux vendre ce que je suis... urbaine, qui vient de la rue. C'est vraiment la rue. On sait que avant ou jusqu'à présent, il y a des espaces où si on te voit avec toute étude de peinture pour essayer de salir le mur, tu peux facilement écoper d'une amende ou quoi que ce soit. Jusqu'à présent, c'est le cas, même à Paris. Mais aussi, on a vu des autorités de la place collaborer avec des graphistes ou des gens qui font tout ce que tu fais comme promotion dans cette activité-là, pour, par exemple, embellir des rues, pour embellir un pont ou quoi que ce soit. Donc, moi je me dis aujourd'hui que forcément essayer de ramener les gens vers le graffiti dans la rue peut développer une certaine peur chez les parents de dire que mon enfant ne doit pas aller dans la rue. Mais comment est-ce que vous faites pour prendre la rue et ramener dans la maison des uns et des autres, dans les écoles, dans les universités, dans les lycées? Comment est-ce que vous le faites pour ramener la rue au bon endroit et rappeler que cette rue-là peut apporter des valeurs sûres qui puissent développer la génération montante? Machallah. En fait,
l'introduction, tu m'as demandé pourquoi j'ai changé de look, coupé les locks, l'habillement et tout. Parce qu'à la base, comme elle a dit, des années 1970-1980, le mouvement hip-hop est né avec la contestation, dénonciation, mais de la rue d'une autre façon, à travers les DJ, à travers les danseurs, à travers les MC qui prenaient la parole pour embellir la dénonciation, ambiancer, et d'où la naissance des artistes graffeurs qui faisaient des tags pour dénoncer. Parle un peu plus dans le micro. Parce que tout le monde n'avait pas le temps de venir assister au mouvement de dénonciation. Donc dans les rues, il fallait taguer pour montrer ce qu'on veut dire dans les rues. Donc d'où la naissance de ce mouvement hip-hop qui est plus grand, qui a une vision. Mais pour accepter ce mouvement, les dirigeants ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire face à ce mouvement. De jour au jour, le nombre devient grand. Les idées naissent et ça se fait sans jeu. Et ils ont vu l'impact de ça. Pour accepter maintenant le mouvement hip-hop, on va trouver le dérivé pour trouver un nom plus classe, plus commercial pour dire les cultures urbaines, englober le tout. Et aujourd'hui, moi à travers le graffiti, comme vous le savez, en Guinée, c'était pas facile d'imposer le mouvement hip-hop en Guinée. Commencer par la première génération de rappeurs qui dénonçaient, qui étaient censurés. Tout. Il y avait des artistes qui taguaient, mais ça ne passait pas. Mais ils ont su faire de la musique engagée, de la musique commerciale pour passer. Donc aujourd'hui, depuis 2014, on a commencé à parler de graffiti. Les gens nous prenaient pour un fou, ça ne peut pas passer, c'est compliqué. Vous allez utiliser le graffiti contre l'autorité, contre nous, tout. Mais on a cru à notre vision parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il fallait trouver la solution à ces problèmes. Et on pensait on a pensé et on croit jusqu'aujourd'hui, jusqu'à demain, que les cultures urbaines, que le mouvement hip-hop peut être vecteur de solution à ces problèmes. Donc, pour rentrer, faire quelque chose qui allait impacter notre communauté, il fallait voir ce que les autres font, qu'est-ce qu'ils posent comme action et qu'est-ce qu'il faut apporter de nouveau. Donc, il y avait le mouvement hip-hop, il y avait des festivals, mais il fallait rentrer avec quoi pour rassembler tout le monde, pour faire passer les idées autrement. Donc, on est venu avec le graffiti pour une fois encore valider ce que les aînés ont commencé et après rassembler tout le monde pour conjuguer le même verbe parce que aujourd'hui les gens essayent de jouer avec ce mouvement hip-hop à travers les artistes, rappeurs ou quoi. On les utilise pour des fins politiques, mais on n'essaie pas d'arranger ce que ces artistes ont besoin. Aujourd'hui, on n'a pas de salle de diffusion, les maisons de production se font rares, beaucoup de choses, et les jeunes n'ont pas d'emploi. Ils ont oublié que ce mouvement hip-hop, les cultures urbaines peuvent employer beaucoup de jeunes, être un facteur qui allait changer la société. Donc, pour impacter, envoyer ça, on a envoyé le graffiti, on a essayé de rassembler tout le monde. On les a dit on allait nettoyer les points noirs de Conakry pour faire passer des messages de citoyenneté, arrêter de jeter là tout. Mais au-delà de ça, on les a dit on va parler de la Guinée autrement. Parce que la Guinée a eu des grands hommes qui ont marqué l'histoire, qui ne sont pas connus par la nouvelle génération. La Guinée a des grands hommes aujourd'hui qui sont en train de construire les choses tous les jours, qui ne sont pas connus de tous et qui ont du mal à se faire accepter par la société. Donc nous, on a dit de mettre la lumière sur toutes ces personnes, enseigner, sensibiliser, faire des fêtes pour parler de la Guinée autrement. Et c'était très difficile après 4 ans de démarche. On a eu l'autorisation verbale pour faire le produit. On a fait quelque chose de grand. On est parti de rien. On a fait quelque chose de grand qui a marqué, les gens ont aimé. Après moi, on a fait un festival. À la base, il n'y avait pas de graffeurs professionnels en Guinée. Il y avait des artistes plasticiens qui ne vendaient pas aussi. Mais avec la vision de 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a quitté des eurographeurs professionnels à 18 graffeurs et il y a 10 qui tendent vers le professionnalisme. Et on est un atelier donc du simple mouvement que les gens considèrent du banditisme, on a créé de l'emploi.
on a fait des hommes, on les a donné un travail dans les cultures urbaines que les autres pensent que c'est du banditisme. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que vous essayez de passer par l'éducation? Parce que moi, je pense que ces activités-là auront plus d'impact si elles passent par l'école, par l'université, par les lycées, les collèges, par exemple. Moi, j'ai eu la chance de tenir des ateliers d'écriture de slam, par exemple, à l'île de Gorée, au Sénégal, dans la commune de Gouvieux, à Paris, en France. Et quand on est arrivé, par exemple, à Gouvieux, c'est le maire de Gouvieux qui a initié un atelier de slam dans la commune de Gouvieux, où j'étais arrivé avec le parolier du Sud, qui est aussi slameur guinéen qui réside en France. Et à notre grande surprise, on s'attendait à des élèves, mais ce n'était même pas que des élèves, il y avait des adultes. Il y avait une dame qui avait plus de la soixantaine qui était venue apprendre à écrire de la poésie. Donc, on a vu que par l'école, par le lycée, par le collège, on pouvait faire la promotion du slam, par exemple. Est-ce qu'un jour, on peut s'attendre au graffiti aussi dans une classe, dans une salle de classe, devant des élèves, devant des adultes, je ne sais pas, des adolescents, pour leur apprendre avec la pédagogie même écolière, comment est-ce qu'on le fait? Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est à cet instant-là que certaines personnes qui vivaient dans une sorte d'utopie négative vont commencer à comprendre le véritable impact de la chose. Est-ce que vous y avez pensé? La sérigraphie, c'est une vision, c'est comme le hip-hop. Depuis notre deuxième année d'activité, on a pensé un projet qui s'appelle la Syrie School Tour. La Syrie School Tour. La Syrie School Tour. Oui, c'est ça. C'est de ramener les cultures urbaines, parce que nous, c'est pas que le graffiti on défend. Le graffiti est au centre de nos activités, à 50%. Les 50 autres % sont répartis entre les autres disciplines du mouvement hip-hop et les cultures pop. Donc, depuis notre deuxième édition, deuxième année, on a pensé un projet qui s'appelle la Syrie School Tour. Oui. Et on a expérimenté. Et le projet là même, on l'a proposé à la Fondation Orange. Ils ont vu ce qu'on a fait en graffiti. Ils nous ont appelés, on a discuté. Nous, on les a proposé le projet. Oui. Et avec eux, on a fait les notes conceptuelles, on a fait beaucoup de choses tout. Et à la dernière minute, blackout, on ne nous a jamais répondu tout. Et je peux même dire, le school tour avait été fait. On a expérimenté, on a fait quelque chose, on a fait le school tour, on est parti dans une école. Là, on a fait quelques formations et on a fait le graffiti. Mais depuis ça, on n'a pas continué parce que ça demande des fonds. Des fonds, oui. Ça demande des fonds. Mais je peux vous rassurer que il y a des projets qui sont créés par cette fondation, qui sont tirés de la Syrie School Tour qu'on a proposé. Donc, nous, on pense, on essaye vraiment d'institutionnaliser ce qu'on fait. Et ça, tu as des moyens parce que à chaque fois qu'on fait le festival, on essaye de mettre des formations. Oui. Et tu es là, tu donnes des formations. J'ai jamais changé de partenaire de slam, tu es là. Je sais. Donc, à chaque fois qu'on a l'opportunité de faire des formations, d'institutionnaliser ce mouvement qu'on est en train de développer, on le fait. Aujourd'hui, on croit à 100% pour trouver la solution aux problèmes dont les artistes sont en train de souffrir en Guinée. Il faut passer par les écoles, il faut passer par les enfants. Au lieu d'échouer sa vie et revenir dans la vie artistique, il faut commencer la vie artistique dans une école. Au fil des années, tu vas grandir avec le comportement artistique et les mots du professionnalisme. Donc quand tu te mets là-dedans, c'est avec précision. Donc on y pense, on le fait, parce qu'on croit. D'accord, super. Applaudissez pour les fins, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va très vite enchaîner avec Madame Christelle, avant de boucler. Moi, aux jeunes qui sont ici, mais je sais que nombreux sont ces jeunes qui, aujourd'hui, ont envie de se lancer dans les cultures urbaines, mais qui ont été déjà brisés et qui ont abandonné. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ne jamais abandonner? Déjà, celui qui réussit, c'est celui qui n'abandonne jamais. Donc, même quand tu tombes, tu te relèves et être porté par ce désir à l'intérieur. Et moi, ce que je vois là,
en tout cas avec Sogenene, la stratégie qu'on a mise en place, c'est de ne pas attendre justement les institutions ou autour pour pouvoir faire des choses. Et en Guinée, voilà, dans tous les projets, on n'a jamais attendu, mais il y a toujours cet espoir-là que l'institution suive, et finalement ça ne suit pas, et être dans cette attente et se fatiguer sur les événements. Et là, moi, aujourd'hui, c'est véritablement comment est-ce qu'on développe la posture entrepreneuriale avec l'artiste en même temps pour pouvoir être générateur de ses propres revenus, pour assurer sa sécurité, pour pouvoir développer ensuite son art. Et je dis ensuite, mais en même temps, en fait. Et que l'un et l'autre dansent, mais qu'on ne se mette pas en insécurité financière et même en mode survie par rapport à ces projets, et qu'il y a vraiment un défi. Et ça me fait vraiment plaisir quand je discute avec beaucoup d'entre vous, de ces acteurs des cultures urbaines, parce qu'il y a ce shift-là qui est en train de se faire globalement, où, ok, comment est-ce que je deviens autonome, comment est-ce que mon art devient une source de revenus, comment est-ce que je peux me vendre. Il y a véritablement une posture là à développer, et en tout cas, Sogenene, c'est vraiment ce qu'on fait. Moi, je sais que c'est le coaching, tout ce que je fais en accompagnement qui permet de développer le festival, et c'est ça qui va le pérenniser sur la suite. Donc, je dirais de ne pas abandonner et de développer sa posture entrepreneuriale. Et sachant que c'est une activité qui ne génère pas tout de suite de l'argent, les cultures urbaines et tout, et que même quand on a envie de trouver des partenaires financiers, on a du mal, parce que les gens ont du mal encore à dégainer quelques sommes d'argent pour tout ce qui est hip-hop et tout. Lefa sourit déjà du coin de la bouche parce qu'il sait ce que c'est. Mais aujourd'hui, c'est important quand même d'aider, parce que tous, autant que vous êtes sur ce panel, vous avez au moins quand même eu au moins une fois un accompagnement quelque part. Je le dis comme ça parce que je sais que vous avez réussi des choses. Où est-ce qu'il faut aller chercher l'argent? Parce que ces jeunes ont besoin de savoir comment, même s'ils ne l'obtiennent pas, qu'ils aient la démarche pour aller trouver le financement qu'il faut. Pour moi, la première étape, elle est vraiment d'aller à l'intérieur, déjà, pour aller se rendre compte de la richesse qu'on a, de pas aller en posture, parce que même une fois qu'on sait où est-ce qu'on doit aller, souvent on va en posture un peu de mendiant, genre j'ai quelque chose à te demander, est-ce que tu peux m'aider à faire tel projet? Non, non, j'ai un projet extraordinaire en fait, et je sais qu'il va te servir, donc déjà changer sa posture, parce que c'est de la même manière on parle depuis ce matin, comment vendre la culture guinéenne à l'extérieur, à l'international, mais déjà s'ancrer dans la fierté d'être porteur de cette culture guinéenne, être fier d'être guinéen, et je vois même à la Cité des Apprentis où j'interviens, c'est la première des choses sur laquelle on travaille, c'est rien que ta dignité, ta fierté, et vas-y, mais tiens-toi droit, et après, voilà, je passe et je vais voir dans une autre posture les institutions, et parce que on entend aussi beaucoup, il n'y a pas d'argent, et on nourrit une culture du manque partout, alors que si on regarde, il y a de l'argent partout en fait. Et moi, justement, comme je viens d'un milieu ouvrier, des quartiers, les cités en France, j'étais toujours en train de me demander, mais il y en a qui ont de l'argent, nous on n'en a pas, on galère pour payer les factures à la fin du mois. Je dis, c'est quoi leur truc à eux? Donc j'ai été chercher, je me suis vraiment intéressée sur ceux qui réussissaient, ceux qui étaient nés dans les bonnes familles, parce que je me disais, voilà, ils ont la chance. Non, ils n'ont pas la chance, ils ont un truc que j'ai pas, et c'est quoi ce truc? Et une des premières choses que j'ai appris, c'est qu'on n'a pas la même balance du travail. C'est-à-dire, dans la balance du travail, nous, on veut, je dis nous, voilà, en ouvrier, il y a aussi cette posture et cette mentalité ici majoritairement. Et donc, c'est 50%, je sais ce que je veux, et 50%, je vais réfléchir à la stratégie. Bon, comment est-ce que ça peut se mettre en place? Si je veux une maison, il faut que je travaille tant, peut-être au bout de tant d'années, ce sera la mienne. En tout cas, nous, en France, c'est ça. Et ceux qui ont de l'argent et qui manifestent les choses facilement, ils utilisent une autre balance qui est 99% de désir et 1% de comment. Occupe-toi de ton énergie, occupe-toi de tes désirs, qu'est-ce que tu veux vraiment, et nourris cela au quotidien, et le comment va venir. Moi j'ai la foi, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de croyants, il y a quelque chose qui nous accompagne, et moi en tout cas ma seule responsabilité au quotidien, c'est de tenir mes rêves, de ne pas les lâcher, et d'utiliser ce que j'ai découvert, ce 99% de désir, 1% de comment. C'est beaucoup moins fatigant que d'aller en force. Bien. En tout cas, merci. On va applaudir encore une fois de plus nos panélistes. Et je pense qu'on a
moi j'ai épuisé mes questions. Je suis persuadé que vous en avez. On va donc passer à cette phase de questions-réponses, c'est-à-dire que le public que vous êtes aura l'opportunité de poser des questions à nos panélistes et ils vont sans doute essayer de par leur expérience assouvir votre soif concernant votre inquiétude. Donc je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose? Ajouter quelque chose, c'est par rapport à la question tout de suite quand tu disais que qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a des jeunes qui ont déjà perdu pratiquement leurs rêves. Pour moi, la question c'est comment éviter que la nouvelle génération qui arrive ne subit pas le même sort que ceux qui ont abandonné. Sur ce, on va interpeller les acteurs actuels. Parce que si nous, qui sommes sur le terrain, nous réussissons à créer un cadre idéal pour permettre à ces jeunes talents d'exercer leur petit métier et de leur permettre de vivre de ça, ça veut dire que la nouvelle génération qui arrive ne sera pas comme nous. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, quand tu as un projet, tu es obligé d'abord rédiger, aller taper par-ci, par-là, parce qu'il n'y a aucune structure fêtière qui accompagne les entrepreneurs culturels. Par contre, la culture urbaine, comme je l'ai dit, absorbe beaucoup plus de jeunes. Le festival graffiti, le festival de danse qui ont pratiquement disparu. Il faudrait que ces acteurs se mettent ensemble pour s'accompagner les uns les autres. Si aujourd'hui on sait que le festival graffiti peut mobiliser 150 000 personnes, il y a de l'intérêt pour les entreprises de venir accompagner obligatoirement. Mais c'est qu'il y a une certaine division, même au niveau des entrepreneurs culturels, qui fait que quand les femmes ont un spectacle ou un festival, même si je ne suis pas, par exemple, graffeur,